Bonjour et bienvenue à cette édition du 20 mars 2026 d'Info.tvc. Cette semaine à l'émission, on fait la grève de la diffusion ce lundi, le 23 mars, à la TVC. Il y aura aussi la campagne de financement de la Maison des familles. Il y a une hausse de taxes plutôt surprenante du côté de la Seigneurie Montois de Côte-Abscale. Il y a aussi un nouveau service de prothèse qui s'appelle Chez Martine. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles recrute pour la Brigade verte cet été. Le mocheur Maxime Fournier a complété une course de 240 km en traîneau à chien. Mais tout d'abord, votre agenda culturel. C'est maintenant l'heure de votre agenda culturel. Tout d'abord, du côté de Diffusion Mordicus, le 27 mars, Louis T vient nous présenter son spectacle Mâle Alpha. Et le lendemain, le 28 mars, pour les fans de rock, c'est Steve Hill qui vient nous faire taper du pied et des mains avec son spectacle Hanging on a String. Il y aura aussi le jeudi 2 avril à 19h le docu-spectacle Urgence Rurale 360 qui sera présenté gratuitement. Samedi, le 28 mars, il y aura un marché artisanal de Pâques avec plus de 20 exposants au Pastalis d'Amqui de 11h à 19h. La Bibliothèque d'Albertville propose un atelier scientifique jeunesse pour les 5 à 12 ans intitulé Ingénierie du hamac le samedi 28 mars à 13h. L'activité consiste à fabriquer un hamac avec des éléments trouvés en forêt et un rouleau de jute. L'inscription est obligatoire en appelant au 418-756-3554 poste 1590. Du côté du cinéma Figaro, à l'affiche du 20 au 26 mars, le film Sauteur ainsi que Souvenir de lui sont toujours projetés. Le film science-fiction Projet Dernière Chance prend l'affiche et le film de voyage Les Aventuriers Voyageurs Afrique du Sud partie 2 sera présenté. Pour consulter les heures de diffusion ou pour toute autre information, consultez la page Facebook du cinéma Figaro ou le site web. Dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances, la MRC de la Matapédia propose la présentation du film Dounia et la princesse d'Alep le dimanche 22 mars à 10h au cinéma Figaro. Il y aura animation et prix de présence avec la librairie Chexa. L'accès au film est gratuit, il n'y a pas d'inscription nécessaire. Il ne faut que prévoir des sous si vous désirez acheter des consommations. Si vous avez des activités culturelles à nous partager, vous pouvez nous écrire à journaliste@tvcmatapédia.com. Lundi, vous noterez qu'il n'y aura pas de diffusion d'émissions régulières sur la chaîne de la TVC. Vous voulez savoir pourquoi? En fait, on va le savoir tout de suite parce qu'on va en discuter avec Francis, notre directeur. Bonjour, Francis. Salut, Carl. Pourquoi on ne diffusera pas d'émissions ce lundi? Peux-tu nous expliquer? Pourquoi on ferait ça? En fait, c'est parce qu'il y a un mouvement, une grève sociale qui s'organise au Québec. Tu vas avoir la chance d'en parler plus en détail avec des responsables de ça, j'imagine. Là. Pour dire que le communautaire est à bout. Vous l'avez sûrement vu, le coût de la vie a explosé dernièrement. L'épicerie monte, l'essence monte, les loyers augmentent, l'électricité augmente. Tout augmente. Puis ça fait que les gens qui sont dans le besoin, ils se retournent vers les organismes communautaires qui, eux, ont une explosion de la demande, mais ils n'ont pas les sous pour embaucher plus, déjà qui sont très limités dans leur budget. Donc, c'est un peu ça que revendique, je pense, le mouvement communautaire à bout. Et la télévision communautaire, ayant comme mission de soutenir les organismes communautaires au niveau médiatique, de parler de ce qui se passe dans leur réalité, on va faire le suivi de ce qui se passe dans le milieu communautaire dans les 2-3 prochaines semaines. On va aller au cœur des combats, puis on va aller essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente pour les médias du milieu. Mais pour un organisme communautaire aussi, il y a des défis. En faisant du ménage dernièrement, j'ai retrouvé des procès-verbaux des années 80, des premières années de la TV communautaire, il y a 45 ans. Et il y a 45 ans, l'enveloppe que le gouvernement donnait pour soutenir nos actions, nos activités dans une année, c'était 41 000 $. Dans la dernière année, la TVC en a touché 50 000 $. Donc, depuis 45 ans, une hausse de 25 %, alors que le salaire minimum a plus que quadruplé depuis ce temps-là. Et puis, je vous parle pas du restant du coût de la vie puis les autres dépenses qui ont augmenté avec ça. Si jamais on n'arrive plus, il y aurait
plus de télé communautaire. S'il n'y a plus de télé communautaire, il n'y a plus de télé bingo, il n'y a plus d'info.tvc, donc de nouvelles locales pour les gens de la Matapédia. Il n'y a plus d'émissions qui sont créées ici, qui parlent des Matapédiens, puis des histoires matapédiennes, tout ça. Donc, c'est ce qu'on veut représenter en faisant la grève de la diffusion le 23 mars prochain. Plutôt que nos émissions régulières, vous allez juste voir le babillard électronique qui affiche des messages comme ce qu'on voit là, à l'écran ici, pour expliquer le pourquoi, puis sensibiliser les gens au fait que pas de financement adéquat, ben on a beaucoup de misère à remplir notre mission. Ouais. Donc, on va quand même essayer de... Là, présentement, pour les gens qui nous écoutent, ils se disent, bon, j'ai jamais entendu parler de ça, de communautaire à bout, mais on va en parler dans les prochaines émissions. Normalement, on va couvrir beaucoup ça. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Là. Donc, on va avoir plus de détails dans les prochaines semaines. Mm-hmm. Donc, on va suivre ça de près, puis on va vous tenir informés. Ouais. C'est bon. Merci, Francis. Un plaisir. La Maison des familles de la Matapédia lance une campagne de financement afin de faire des travaux dans leurs nouveaux locaux. Donc, on était présents lors de cette conférence de presse. Bien, bonjour. Merci d'être présent. Je m'appelle Vicky Coulombe. Je suis directrice à la Maison des familles ici. On tenait à vous accueillir aujourd'hui ici dans notre nouvelle maison, une maison qui marque un tournant dans l'histoire de la Maison des familles. On voulait partager avec vous cette nouvelle, je vais l'appeler la nouvelle vibe qui se passe ici depuis qu'on est emménagé. Quand vous êtes arrivés, vous avez constaté qu'il y avait beaucoup de petits poux accompagnés de leurs parents qui profitent déjà de nos espaces. Fait que c'est pour cette raison-là qu'on souhaitait vous accueillir ici, donc déjà de partager ça avec vous et de mettre en lumière cette nouvelle maison-là qui a besoin de briller à la hauteur de ce qu'elle offre comme service à la communauté matapédienne. Donc, je suis bien entourée aujourd'hui. Je suis accompagnée de Nadia Lévesque, qui est notre présidente du conseil d'administration, et Marie-Elisabeth Bureau-Morin, qui est la vice-présidente du conseil d'administration de la Maison des familles. Avant de leur laisser la parole, c'est ça, je voulais vraiment partager avec vous l'idée qu'on avait un nouveau mandat et une nouvelle mission à la Maison des familles, et c'est vraiment de transformer cette maison-là en milieu communautaire, en milieu de vie. Fait que je vais d'abord les laisser vous expliquer qui on est à la Maison des familles, d'où on vient, c'est quoi notre histoire, notre mission, c'est qui la clientèle qu'on dessert. Et ensuite, je vous dresserai un portrait de ce qui s'en vient pour nous. Donc, la Maison des familles, c'est vrai. La Maison des familles existe dans la communauté matapédienne depuis 30 ans. Donc, on fête notre 30e anniversaire. On profite de l'occasion pour souligner les festivités de notre 30 ans par notre projet de nouvelle infrastructure. Ce qu'on a remarqué dans les dernières années, c'est que nos services, notre clientèle est en expansion. Donc, notre ancienne adresse ne suffisait plus pour répondre aux besoins des familles de la Matapédia. Donc, on a pignon sur rue ici, dans la nouvelle adresse, depuis juillet dernier. La Maison des familles est gérée par un CA de 5 personnes et engage 7 employés qui offrent des services sous différents mandats. La mission de la Maison des familles est d'offrir des services et des activités répondant aux besoins des familles de la Matapédia afin d'optimiser les compétences parentales, favoriser les liens familiaux, briser l'isolement social et agir sur l'état de vulnérabilité des familles. On dessert une clientèle universelle, c'est-à-dire toute famille matapédienne, tous parents, beaux-parents, grands-parents, enfants voulant utiliser les services et les activités de la Maison des familles, mais on a aussi des programmes spéciaux qui répondent aux besoins plus spécifiques de certaines familles. Donc, Marie-Elisabeth va vous présenter les différents services. Donc, bonjour tout le monde. La Maison des familles de la Matapédia, c'est beaucoup plus qu'un service. C'est vraiment un lieu de rencontre, d'entraide, de répit pour les familles d'ici. On peut le voir juste aujourd'hui. Il y a une dizaine de familles, une dizaine de mamans qui sont venues avec leur bébé pour passer du temps, prendre un café et tisser des liens. Donc, chaque année, c'est plus de 200 familles et 350 enfants qui trouvent du soutien à travers tous les services que nous offrons ici à la Maison des familles. Le milieu de vie, comme on peut voir justement en bas, la halte garderie, les ateliers éducatifs, la ludothèque,
La vérification de siège d'auto, donc qui est un nouveau service qui n'existe pas ailleurs encore dans la Matapédia. La stimulation infantile à domicile et l'aide aux parents et encore plus qui va poursuivre par la suite, là, que Vicky va pouvoir vous expliquer. Au total, c'est plus de 8000 participations annuelles à chaque année à nos activités. Donc, on dessert quand même beaucoup de familles dans la Matapédia qui apprécient nos services. Merci à vous deux. Avant de poursuivre sur ce qui s'en vient comme projet, je vous ramène un petit peu en arrière. Donc, comment s'est passé ce processus de relocalisation-là? C'est qu'au cours des dernières années, le conseil d'administration faisait le constat qu'on avait peine à développer nos services dans les anciennes installations où on était par manque d'espace. On avait des possibilités de se développer, on avait des possibilités d'obtenir des financements supplémentaires, d'offrir plus de services. Les familles ont des besoins qui étaient réellement présents, mais les 4 murs de la maison ne nous permettaient pas d'offrir plus. Donc, on a choisi de faire le processus de relocalisation en 2 phases. Donc, en juillet dernier, en juillet 2025, on a fait l'acquisition de la maison ici, qui était la phase 1. Et on savait qu'on aurait une phase 2 de réaménagement, de rénovation qui serait nécessaire de le faire parce qu'il faut se le dire, c'était un choix très conscient, mais on a choisi d'emménager dans une maison unifamiliale dans lequel il faut se transformer en organisme communautaire. Fait que c'est un défi. Par contre, on y tenait, on le savait, parce que cet aspect-là, accueillant, chaleureux, c'est ça qu'on voulait mettre de l'avant. Principalement, on ne voulait pas se tourner vers un bâtiment qui était plus commercial ou industriel parce que, fondamentalement, la maison des familles, c'est la maison des familles. C'est leur maison à eux et on voulait leur offrir une maison. Mais ça l'amène son lot de défis. Donc, phase 2 de rénovation, réaménagement qui s'en vient. Donc, oui, je voulais vous dire quand même que la maison, je vais le nommer, hein, on parle de la nouvelle maison, je vais vous dire son adresse, elle est située au 169 avenue Gaétan à Archambault. Pour nous, ça, c'était essentiel. On a pignon sur rue sur un des artères principaux de la ville d'Amqui. On est visible, ce qu'on était très peu auparavant, et ça fait toute la différence. Le fait que l'organisme soit présent visuellement, les familles qui ont des besoins vont se tourner vers nous et ils sont présents et ils répondent à l'appel, comme vous l'avez vu en arrivant ici tout à l'heure. Fait que, voilà, la maison avait un grand potentiel. Les espaces sont plus grands. Il y a un développement qui va nous permettre de s'actualiser dans les prochaines années. Je vous parlerai aussi de la cour extérieure, qui est un espace unique en son genre, d'avoir une cour sécuritaire, mais tout près du jeu nature aussi. C'est quelque chose d'unique qui va pouvoir être offert aux familles. Donc, il y a plein de potentiel ici à développer. Au terme de cette phase 2 d'aménagement, ben, il y a plusieurs services qu'on va être capable de bonifier. Entre autres, c'est le service de halte-garderie. Donc, on va pouvoir avoir des espaces qui sont mieux adaptés, plus grands. On va être en mesure d'accueillir jusqu'à 8 enfants en même temps. Et surtout, on va être en mesure de les accueillir du matin jusqu'en fin de journée, chose qu'on n'était pas capable de faire parce que maintenant, ben, on aura accès à une salle pour le dîner, une salle de dodo. Donc, on va être en mesure de répondre mieux aux besoins des tout-petits. Puis, on va pouvoir en accueillir plus en même temps. Sachez que la halte-garderie, c'est un service qui est très en demande dans la Matapédia, donc ça va répondre vraiment à un besoin essentiel. On va être en mesure aussi d'offrir aux familles une salle de jeu intérieure, donc beau temps, mauvais temps, ça sera possible de venir jouer à l'intérieur, développer le psychomoteur, faire bouger les tout-petits. Ça va être accessible en tout temps sur nos heures d'ouverture. On accueille par le fait même le groupe Nourrisson-lait, donc des services de périnatalité communautaire qui vont se développer davantage grâce à nos nouvelles installations. Ce groupe de soutien en allaitement aura maintenant pignon sur rue chez nous. Donc, on croit que ça, encore là, ça va être une façon d'offrir des services bonifiés. Et le service qu'on attendait tous pour pouvoir offrir davantage à nos familles, mais c'est le milieu de vie. Cette maison-là, elle est ouverte en tout temps aux familles. On a un espace dédié. On y rentre comme on se sent chez soi, chez un ami. On invite les familles à utiliser l'espace à leur guise. Donc, le milieu de vie, c'est un service qui va pouvoir vraiment être bonifié avec ces rénovations-là. Tout ça, ça coûte des sous.
au terme de les 2 phases de relocalisation et de réaménagement, ça sera 850 000 $ qui auront été investis en tout. Je vais me permettre de suivre ici puisqu'on a quand même des bailleurs de fonds qui ont confirmé des bons montants, bailleurs de fonds à qui on remercie leur investissement puis d'avoir fait confiance au projet. Puis en même temps, ça vient nous démontrer à quel point ce projet-là touche la communauté, touche les gens, le milieu veut se développer, là. Donc, on remercie entre autres la MRC de la Matapédia qui, par le Fonds Région Ruralité, nous ont offert un financement à la hauteur de 100 000 $. Le Fonds d'aide au développement du milieu de Desjardins qui nous a donné un don de 25 000 $. Et tout récemment, en janvier dernier, le secrétariat à la jeunesse, par son programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse, a confirmé un financement de 266 000 $. C'est celui-là qui nous permet de lancer le coup d'envoi des rénovations qui auront lieu dès le mois de mai. Avec ces partenaires financiers confirmés, on sait qu'on va pouvoir les faire, les rénovations. La Maison des familles aussi, par ses actifs immobiliers, sa saine gestion, sa planification financière, a également contribué grandement là, à l'acquisition et aux rénaux qui s'en viennent. Par contre, on a un manque à gagner de 75 000 $ et c'est pourquoi on est ici aujourd'hui, entre autres, c'est qu'on va lancer une grande campagne de financement dans le milieu où on invite en fait déjà dès aujourd'hui les entreprises, les partenaires, la communauté, les citoyens qui souhaitent contribuer à notre mission, nous permettre de réaliser ces grands projets-là, d'embarquer avec nous. Donc, on démarre une campagne de financement. L'objectif est de 75 000 $, comme je le disais. Cette campagne-là, elle s'appelle « Donnons vie à la Maison des familles ». Ce qu'on veut, c'est transformer une maison en un milieu communautaire, tout simplement. Fait que voilà, si on réussit à atteindre notre objectif, mais ce que ça va nous permettre de faire, c'est de vraiment maximiser dès maintenant le potentiel de la maison. En ayant cette somme-là supplémentaire, on va être capable d'aller jusqu'au bout du développement de tous ces services-là qu'on envisage, que je vous ai présenté tantôt, qu'on voulait développer davantage. Avec ces montants-là, on sera en mesure de le faire. Fait que je termine en vous disant que vous allez assurément voir rayonner cette campagne-là dans la Matapédia. On a les membres du conseil d'administration qui sont mobilisés et on a également depuis le tout début de nos besoins de relocalisation, ça fait déjà plus d'1 an qu'elle travaille avec nous. Christine Ali, qui est une entrepreneure de la région, qui a un bon réseau de contacts puis qui souhaite investir justement ses contacts, son énergie aussi dans la cause. Donc, elle va aussi contribuer à solliciter le milieu dans cette grande campagne-là. Fait que voilà, on est tous unis ensemble pour la même cause, c'est le bien-être des familles. Je pense que ça rejoint autant notre CA qui est impliquée aussi quand même depuis le début dans cette grande aventure-là. Christina également et tous nos usagers aussi qui profitent déjà du milieu. Fait que comment on fait pour contribuer? Dès aujourd'hui, sur le site Internet de la Maison des familles, vous avez un lien pour cliquer pour faire des dons en ligne. On a choisi une plateforme de dons en ligne qui redonne à 100% à la cause. Donc, tous les dons sont acceptés. Il n'y a pas de petits dons. C'est tout ensemble qu'on va faire la différence. Puis, c'est comme ça qu'on vous invite à soutenir la cause, à partager aussi ce mouvement-là qui se crée dans la Matapédia, fait que de contribuer par des dons financiers ou par en parler, tout simplement. Et sur notre site Internet sera aussi disponible pour les entrepreneurs qui souhaitent soutenir la cause. On va vous mettre à votre disposition un plan de partenariat pour que vous puissiez avoir toute la visibilité qui viendra avec cet engagement communautaire qui, pour nous, est très précieux. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout.
un nouveau service qui est offert par la Fondation Action Santé de la Matapédia ainsi que l'Association du cancer de l'Est du Québec nommée Chez Martine qui offre des prothèses mammaires et des prothèses capillaires pour les personnes qui ont combattu un cancer ou qui combattent un cancer. Donc, on en parle avec Annie et Alexandra, donc de ces deux fondations. Annie, Alexandra, vous venez me parler de Chez Martine. Ce n'est pas une cantine. Hein? Non, pas du Non. C'est quoi Chez Martine? Voulez-vous nous expliquer un peu? Chez Martine, c'est un des services que l'association et l'hôtellerie offrent à Rimouski. Chez Martine, c'est des prothèses mammaires et des prothèses capillaires, des vêtements adaptés pour celles qui ont vécu ou sont en train aussi de s'en aller vers le processus d'une mastectomie partielle ou totale. Donc, chez Martine, c'est des vêtements adaptés, vraiment post-opératoires. Et après ça, on tombe dans des soutiens-gorge et des camisoles adaptées pour, dans le fond, la prothèse mammaire que je vends à la boutique. Normalement, la boutique, et même encore là, est située à Rimouski, à l'hôtellerie. Oui. Les gens viennent à moi. C'est moi qui accueille chaque cliente qui vient à Rimouski. Oui. Puis, c'est ça va faire presque 2 ans que je suis à la boutique et est venue une idée que moi, je me rende chez les clientes et non que tout le monde vienne à moi parce que c'est quand même centralisé. Donc, je suis à Rimouski. Dans le fond, la Côte-Nord venait à moi, la Pocatière jusqu'à Rimouski et toute la Gaspésie venait à moi. Puis, je trouvais ça donc aberrant que chaque personne doive sortir des sous de sa poche pour venir me voir alors qu'à Rimouski, on a déjà le service. Donc, il est né une petite idée. Pourquoi pas? Donc, ça a donné un projet sur la route. Donc, une fois par mois, je sors à la boutique, je pack tout le stock et je viens, dans le fond, à plusieurs endroits maintenant. Oui. Mais c'est ça, pour la première fois à Amkoui. Oui. Mais c'est ça, dans le fond, j'amène tout le stock, puis les clientes prennent rendez-vous avec moi et viennent, dans le fond, à l'hôpital de Amkoui pour me rencontrer. OK. Fait que c'est la fin de l'entrevue. Merci beaucoup. Non, c'est vrai. Mais, donc là, c'est vraiment... premièrement, ça doit coûter quelque chose quand même pour les gens. Ça coûte rien. Okay. Parce que mon but premier était tout le temps de dire aux gens... Moi, comme je disais, je trouve ça aberrant que les gens paient pour avoir le même service qu'on a à Rimouski. Donc, ça a découlé que je vais, moi, trouver des sous pour rendre mon voyage comme sans dépense. Donc, est venu un montant qu'on a reçu à l'association, à la boutique chez Martine. Donc, présentement, mes voyages sont payés par un don qu'on a eu. Éventuellement, prochainement, ça va me prendre des nouveaux partenaires commanditaires. Mais mon principal projet, c'est d'être 100% autonome. Donc, que chez Martine ne coûte rien à l'association versus que les clients non plus payent jamais, là, dans le fond, leur déplacement. Au contraire, ils sont gagnants, puis moi, je suis gagnante parce que, dans le fond, je fais aussi plus de ventes. Donc, c'est quand même donnant-donnant. Ouais. Ça, ces prothèses-là, j'imagine que faut avoir un diagnostic, faut savoir. Oui, mais dans le fond, ça prend une prescription. Je dis tout le temps, quand on va voir le médecin après la chirurgie. Puis maintenant aussi, tu sais, c'est ça, je me promène un peu partout. Donc, les gens sont plus outillés aussi pour savoir. Ça prend tout le temps une prescription, dans le fond, pour des prothèses mammaires, pour un remboursement. C'est pour que la RAMQ vous rembourse. Donc, chaque prothèse, aux 2 ans, peut être remboursée. Donc, quand on vient me voir, on fait l'achat. Donc, on paie à l'association la prothèse et moi et la cliente, on fait une réclamation à la RAMQ. Donc, ça prend à peu près 4 semaines avant d'avoir le chèque. Mais aussitôt qu'on a la prescription, à tous les 2 ans, la RAMQ rembourse la prothèse mammaire. Okay. Donc, c'est un très beau partenariat là, avec la RAMQ. C'est un très beau service qu'on peut offrir à ces gens-là. Ça enlève aussi beaucoup de stress et de douleur. Donc, c'est un très beau service. Là, juste pour être clair, quand on parle de prothèse mammaire, juste pour être sûr que tout le monde comprenne, c'est externe. Donc, c'est pas une opération. Non, c'est pas des implants, c'est pas une reconstruction, c'est vraiment une prothèse mammaire. Il y a beaucoup de modèles. On s'entend qu'un sein n'est jamais pareil. Je dois tout le temps m'ajuster avec le sein qui reste. Des fois, c'est une ablation des 2 seins. Mais c'est ça, je m'ajuste tout le temps avec le sein qui reste. Puis nos soutiens-gorge sont adaptés, nos camisoles sont adaptées pour qu'on puisse rentrer la prothèse dedans. Donc, c'est pas quelque chose de peau à peau. Il y en a des modèles peau à peau, mais la majorité, c'est vraiment un soutien-gorge adapté. On rentre la prothèse dedans, puis la femme rapport avec sa féminité. Okay. Super. Toi, Alexandra, c'est toi qui as approché Annie pour qu'elle vienne à Amkoui ou c'est... Comment ça s'est passé, l'association entre en fait, la Fondation Action Santé puis...
Mais en fait, c'est ça, c'est un beau partenariat qu'on a créé ensemble. On s'est comme découvert cette année, étant donné que ça fait déjà, ça va faire en fait 1 an que j'ai repris le poste de directrice là, à la Fondation Action Santé de la Matapédia. Et puis, on était déjà partenaire avec l'Association du cancer de l'Est du Québec pour la vente, là, les billets, la loterie qui fait du bien. On va en parler un petit peu tantôt. Mais c'est ça, quand on s'est rencontrés, en fait, là, cette année, puis qu'Annie m'a approché pour me parler de ce projet-là, moi, j'ai sauté tout de suite sur l'occasion. Évidemment, j'aime ça qu'on puisse avoir des nouveaux services, là, si on veut, ici, à l'hôpital. Les gens ont souvent tendance à devoir se déplacer, là, à l'extérieur. Fait que, si possible, qu'on peut offrir des soins ici pour nos usagers, on le fait, hein? Ça fait que... On évite de faire déplacer les gens vraiment là, à l'extérieur. Donc, c'est ça. Le service va commencer dès demain, ici à l'hôpital d'Amqui. Ça fait que moi, j'ai hâte de voir la vague, en fait, là, que ça va apporter. Vraiment, c'est un beau partenariat. Je suis bien contente qu'on puisse maintenant ça crée des liens. Ça crée aussi, je dis tout le temps, l'effet boomerang. Là, dans le fond, la Fondation parle de nous, on parle de eux, puis en complémentarité, moi, j'arrive, puis ça fait des belles rencontres là, à chaque fois. Fait que très bien, très contente d'amener chez Martine à Amqui, puis dans le fond, de faire aussi, faire rayonner les 2 fondations, associations. Là, si quelqu'un a besoin des services de chez Martine, donc comment ça fonctionne? Est-ce qu'on contacte la Fondation Action Santé? Est-ce qu'on contacte la SEC? Tous ces moyens-là sont bons. Dans le fond, Alexandra, à la Fondation, c'est sûr qu'elle a toutes mes coordonnées, elle a des pamphlets, elle a des clients. C'est sûr qu'on se communique quand même très facilement, donc c'est facile de communiquer avec Alexandra qui me transfère l'information. Sinon, le bon vieux téléphone, donc soit moi ou à la boutique. J'ai mon numéro de téléphone sur les dépliants aussi, là. Donc, il y a juste un petit délai des fois parce que quand je suis en consultation, je réponds pas. Mais sinon, présentement, c'est vraiment le bon vieux téléphone. Puis c'est tout le temps du bouche à oreille. Donc là, on va afficher ma première visite puis les autres visites. Donc, que ce soit sur la page de l'association ou de la Fondation, toutes les dates sont affichées. Puis, c'est ça, principalement, c'est par rendez-vous parce que c'est ça, c'est quand même très serré, mes rendez-vous. Donc, ouvrir la porte, des fois, ma cliente est déjà là, fait que je peux pas accueillir quelqu'un qui n'a pas de rendez-vous. Mais le bon vieux téléphone pour me rejoindre, là, en tout temps. Super, parfait. J'aimerais ça, Alexandra, quand même, que tu nous rappelles... C'est quoi la Fondation Action Santé de la Matapédia? Pendant qu'on est là, juste pour rafraîchir la mémoire à tout le monde. En fait, la Fondation, c'est vraiment de venir soutenir, de venir contribuer là, au niveau de la santé de la communauté matapédienne. Ça va vraiment là, de la naissance jusqu'au dernier jour de vie, finalement. Là, on a beaucoup de liens. On fait beaucoup affaire ici à l'hôpital. On entend souvent parler de l'hôpital, mais on a aussi des activités. On s'occupe aussi là, vraiment de la résidence Marianne Ouellette à la Côte-Saumon. Comme je dis là, on a des événements en partenariat avec eux. Fait que c'est ça. C'est vraiment pour venir soutenir là, puis offrir des nouveaux soins toujours ici là, à l'hôpital. On essaye d'améliorer. Hein, on est toujours dans cette optique-là là, de vouloir s'améliorer puis de maintenir les services en région aussi. Oui, c'est en plein ça. Ouais, c'est important de pouvoir garder ça. Fait que surtout dans un temps où c'est de plus en plus difficile de maintenir nos services. C'est en plein ça. Oui, effectivement. Super. Là, j'imagine que on va revenir à notre sujet de départ qui est chez Martine. J'imagine que ça, il y a une partie de ça qui est financée par la SEC et pour encourager ça, pour pouvoir financer ça, exactement. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe présentement. Oui, la loterie qui fait du bien, on en a déjà parlé, mais c'est un des premiers partenariats aussi, c'est le concret que j'aime dire. Chez Martine, je m'associe avec souvent les fondations qui sont déjà associées aussi. C'est comme ça qu'on aide, c'est comme ça qu'on participe, puis c'est comme ça qu'on aide dans chaque région qu'on dessert aussi. Donc, ça fait quand même quelques années là, que la loterie qui fait du bien est en partenariat avec la fondation. Donc, pour le concret, je vais laisser Alexandra parler. Mais en fait, c'est ça. Ça fait plusieurs années, comme Annie le disait, là, c'est vraiment notre partenariat de départ, en fait, là, avec la loterie qui fait du bien. Cette loterie-là revient à chaque printemps, à chaque année. Cette année, petit virage vert que l'association a fait. Donc, on n'a pas de billets en format papier. C'est vraiment
toutes numériques. Donc, les billets peuvent être achetés à mon bureau, à la Fondation, directement à l'hôpital. Sinon, sur le site Internet de la Loterie qui fait du bien, il y a possibilité aussi là, d'aller acheter les billets. Puis, vraiment, aller spécifier, par contre, que la fondation que vous soutenez, c'est vraiment la Fondation Action Santé de la Matapédia. Avec ce partenariat-là, vient que la Fondation reçoit 50% des ventes qui sont faites vraiment par la Fondation. Ce 50%-là est directement distribué là, au département d'oncologie pour offrir là, des soins là, comme les drainages lymphatiques. C'est déjà ce qu'on fait. Là, ça fait 1 an, peut-être plus exactement. Là, j'ai pas de mois exact, mais c'est ça. On offre, c'est une massothérapeute spécialisée là, en oncologie qui vient faire des drainages lymphatiques aux patients du département d'oncologie. Fait que c'est toujours pour redonner vraiment à la communauté, offrir des bons soins, offrir des nouveautés, hein? Comme on le mentionnait tantôt. Ça fait que c'est ça. Fait que, tout le temps innover, tout le temps c'est ça. prioriser la clientèle qui sont malades. Donc, que ce soit la loterie qui fait du bien, la Trousse Réconfort, moi, maintenant, qui me déplace. Oui. L'association, ben c'est ça aussi, c'est le virage vert, mais c'est le virage aussi revenir sur le bon vieux terrain que j'appelle. Là. Fait qu'aller j'ai la chance, moi, de sortir de l'association puis d'aller sur tout le territoire, tu sais, puis je vois l'impact qu'on a. Puis c'est encore plus, je trouve, attrayant aussi de savoir que quand on donne à l'association, qu'est-ce qu'on peut faire avec, puis encore plus d'encourager une fondation. Donc, la loterie qui fait du bien, pour vrai, c'est une très belle porte pour aider deux partenariats qui vont continuer encore longtemps quand même. Là. Très, 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 très longtemps. Fait que si on résume, si on a besoin de... C'est, dans le fond, les gens qui ont eu un cancer. Donc, c'est prothèse mammaire. Prothèse mammaire, prothèse capillaire. Capillaire. Ouais. Puis c'est bon. Vêtements adaptés. Vêtements adaptés. Ouais. Fait comme ça, si on a besoin de ça, on contacte une de vous deux. Une de vous deux, ça revient tout à moi de toute manière. On va trouver le numéro de téléphone, mais on va le mettre là. Ouais, ça Pas lequel, on va piger au sort. Donc, puis aussi, si on va encourager donc, la loterie qui fait du bien. La loterie qui fait du bien. Puis n'oubliez pas de mettre la petite onglet Fondation Action Santé. Super. Merci beaucoup. Hey, merci! La résidence de Côte-Abscal, la Seigneurie Montois, a eu une hausse de taxes plutôt surprenante. Donc, ce n'est pas mentionné dans notre entrevue, mais la Seigneurie Montois a un congé de taxes sur le rôle municipal, donc jusqu'en 2035. Donc, c'est vraiment une hausse qui concerne les services reliés à leur résidence de personnes âgées. Donc, on en discute avec Nancy Bouchard, qui est la directrice de la résidence. Madame Bouchard, merci beaucoup de nous recevoir ici à la Seigneurie Montois en ce jour de la Sainte-Patrick en plus. Oui, tout en vert. Oui. On est beau, hein? Regardez la belle salle à manger ici. Écoutez, j'aimerais ça commencer avant de tomber dans le gros du sujet, nous rappeler un peu, c'est quoi la Seigneurie Montois? La Seigneurie Montois, c'est une RPA de 30 appartements, 27 3,5 et 3 4,5. C'est une RPA qu'on dit OBNL, c'est-à-dire un organisme à but non lucratif. Fait que nous autres, notre base de budget, c'est vraiment l'allocation des logements. C'est ça qui fait tourner notre bâtisse au complet, que ce soit les employés, les salaires, l'alimentation et tout ça. Puis, nous autres, ben c'est sûr que c'est le maintien d'une qualité de vie pour les personnes âgées et aussi donner, on a 15 logements qui sont affiliés avec l'OMH, c'est-à-dire qu'on a des subventions pour les appartements, les frais de délogement pour les résidents. Fait que encore là, on est catégorisé peut-être logement à prix modique de ce côté-là. Fait que c'est que des augmentations, des choses comme ça, c'est difficile pour nos résidents. On veut garder quand même un certain budget équilibré et minime pour nos résidents parce qu'on sait que les pensions augmentent pas. On peut penser aussi que dans les résidences, c'est rarement très abordable. Exactement. Puis on veut rester abordable puis ouvert à toute la population. Là. Tout le monde a travaillé quand ils étaient plus jeunes pour se gâter un peu quand ils sont rendus ici. Puis nous autres, on veut leur offrir une qualité de vie. Puis là, avec les augmentations, c'est rendu difficile. Puis c'est impacté aussi sur leur budget à eux autres. Oui, parce que là, c'est ça, vous parlez de budget et d'augmentation. Là, la raison pour qu'on est ici, c'est une hausse de taxes municipales assez importante.
Oui, parce qu'on a eu, au mois de février, on a eu la nouvelle que les taxes allaient doubler. On a fait oh, à la. Euh, parce que nous autres, c'est impacté beaucoup sur notre budget. Alors, une doublée, c'est donner le crédit aux résidents. C'est eux autres qui vont payer, dans le fond, parce que c'est les augmentations des logements qui vont finir par rembourser cette dette-là. Une dette de 17 000 quelques dollars en plus dans le budget équivaut à des 100-150 dollars d'augmentation sur les logements. Même avec, parce que chaque logement a droit à des crédits d'impôt pour maintien à domicile, c'est-à-dire c'est une subvention du gouvernement, c'est un crédit d'impôt du gouvernement, et ce crédit-là ne veut pas aller chercher la totalité de l'augmentation. C'est sûr et certain. Alors, pour les résidents, avec le pension, ça fait des budgets réduits pour eux autres. Puis c'est pas ça qu'on veut ici. C'est quoi qui a expliqué cette hausse-là? Est-ce que vous avez une idée un peu? Je sais que notre président, Jacques Dangeau, est allé au bureau municipal faire poser des questions beaucoup. Bon, il disait que il y avait beaucoup de choses qui étaient augmentées, matières résiduelles et tout ça. Mais aussi, il y a des choses inexplicables comme je ne sais pas si c'est des mauvaises gestions ou des choses par le passé. Puis que là, il faut absolument que la ville se redresse. On est rendu la 3e ville à cause fiscale la plus endettée. Et par rapport à ça, il faut qu'il se redresse dans ces temps-ci. Et ça nous offre une belle surprise. Là, avec cette surprise-là, est-ce que vous prévoyez soit des coupures sur le budget ou des changements sur les services, quelque chose comme ça? Des coupures sur le budget, c'est difficile parce qu'on est quand même, on offre 2 repas par jour. Il faut quand même garder nos employés. Puis nos employés, dans le fond, ils ne sont pas payés à la juste valeur parce qu'on ne peut pas offrir, comme dans les autres résidences, des salaires faramineux ou bien, en tout cas, ici, c'est le salaire minimum quand tu commences et on offre par la suite des augmentations, mais même une directrice comme moi n'a pas le salaire que les autres ont, mais c'est le cœur qui est là aussi. Là, on aime nos résidents et tout ça. Mais pour avoir des bons employés, je ne peux pas impacter le salaire. Je ne peux pas impacter aussi au niveau alimentaire parce que c'est important. Il lui reste ça, de la bonne nourriture. Puis ça prend quand même un budget là-dessus. Puis on sait que ça augmente à chaque année. Fait que c'est encore difficile de couper là-dessus. Produits ménagers, on ne peut pas couper. Fait qu'il faut aller chercher ça ailleurs. Fait qu'il faut augmenter. On va faire aussi peut-être des demandes de dons et tout ça, mais c'est toujours aller impacter les autres commerces, demander des dons. Eux autres aussi, ils ont de la misère. Est-ce que vous avez contacté soit des députés ou dans le fond la ville aussi pour savoir un peu si vous pourriez avoir un soutien là-dedans? Oui, avec la CDC, la semaine dernière, on a eu une rencontre de tous les organismes de la Matapédia avec M. Pascal Bérubé. C'est là que M. Pascal Bérubé s'est posé énormément de questions. J'étais avec mon président Jacques Danjou dans ce temps-là. Puis, on a eu... il a resté tellement surprise de cette nouvelle-là que là, il a commencé à se poser des questions. Puis, il dit qu'il va aller aussi parler à la ville avec la directrice générale et tout ça pour savoir qu'est-ce qui s'est passé justement au niveau des budgets, parce qu'il n'y a pas rien que nous autres qui est augmenté, c'est la ville au complet, c'est-à-dire toutes les maisons, soit ça va de 500 $ à presque 2000, tout dépendant de l'évaluation foncière. C'est sûr et certain que on est tous en difficulté financière. Difficulté financière. Tout augmente de toute façon, les salaires n'augmentent pas. Fait que chacun chez eux, ils vont avoir des difficultés à un moment donné à payer. On n'est pas super riche non plus. Fait que j'ai l'impression que ça va impacter beaucoup de monde. Est-ce que sinon, peut-être du côté de la MRC aussi, est-ce que vous avez été de ce côté-là?
MRC, de toute façon, c'est municipal. C'est des décisions qui se prennent dans la municipalité ici. Fait que Il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent faire. non, il n'y a pas grand subvention ou des choses à les traiter ou non, vraiment pas. Bien, écoutez, on va surveiller la situation de proche pour les hausses municipales un peu partout dans la vallée. Puis on est de votre côté. Merci, puis venez nous voir à Seigneurie Montois. On a toujours des belles activités, puis les résidents sont gentils. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Merci. Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Dans cette chronique Bac pour le futur, Caroline Beauchamp vient nous parler en fait d'emplois d'été qui sont disponibles dans la Matapédia pour la Brigade verte. Donc c'est un emploi d'été qui est ouvert à tous, donc ce n'est pas seulement pour les étudiants. Caroline, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles est présentement en recrutement pour des emplois d'été. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, on est en train de recruter des membres qui vont compléter notre brigade verte dans la Matapédia. Donc, en fait, là, ça, c'est des gens de tous âges là, qui vont se promener un peu sur tout le territoire de la Matapédia. La première tâche, ça va être poser des autocollants. OK. Fait qu'en fait, ça va être des autocollants là, qui vont ressembler à ça. Donc, on en a un pour le compost puis un pour le bac bleu. Donc, en fait, c'est des aides-mémoires là, pour aider les gens sur quoi mettre dans leur bac. Et puis, en même temps, là, on a mis une petite touche pour leur dire dans quel sens mettre leur bac. OK. Donc, en fait, en voyant l'autocollant puis en allant porter le bac au chemin, là, on se disait qu'à la force de le voir, là, des fois, ça va être plus facile à mémoriser. Donc, c'est vraiment poser ça pour aider les gens. Okay. En fait, puis comme les bacs bleus et bruns souvent être de propriété comme municipale ou du gouvernement, bien donc c'est pour ça qu'on va mettre des collants dessus. Puis donc ça va être la tâche numéro 1. Puis on se dit en même temps, là, ils vont pouvoir ouvrir les bacs puis regarder ce qu'il y a dedans. Pas pour faire une inspection, là, c'est un mot qui fait vraiment peur aux gens, le mot inspection, mais pour aider les gens à trier. Donc, il n'y aura pas de constat remis, il n'y aura pas de choses comme ça. Là. Donc, en fait, ça va être juste un petit accroche-porte que la brigade vont laisser aux gens pour leur dire, il y a une petite erreur ici, il faudrait le mettre dans ce bac-là. Fait que ça va être juste pour aider les gens à trier mieux. Là. Donc, ça va juste... c'est vraiment pour aider la population et les citoyens. OK. Puis il y a d'autres tâches un peu aussi. Hein? Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est la tâche principale. Ouais. Mais ensuite, il y a aussi les événements. Donc, il y a plusieurs événements là, qui sont sur le territoire. Puis donc, le fait d'avoir une brigade verte sur place là, peut vraiment aider à sensibiliser les gens sur la gestion des matières résiduelles. Fait qu'ils vont soit tenir un kiosque ou se promener sur le site pour aider les gens à trier, puis animer des petits jeux là, qui pourraient aider les gens à trier, puis essayer de les attirer vers le kiosque. OK. Puis, un autre point qu'ils vont faire aussi, c'est animer des ateliers pour les jeunes. Là. Donc, ils peuvent aller sur les terrains de jeu ou les camps de jour, là, tout dépendamment, vous appelez ça comment. Puis donc, donner un petit atelier pour les jeunes, pour les sensibiliser encore une fois sur la gestion des matières résiduelles, sur comment trier. Donc, c'est un emploi là, qui est sur le territoire au complet de la Matapédia. Donc, c'est sûr que ça prend au moins des 2 membres qui ont un véhicule pour se déplacer. Mais évidemment, c'est compensé. Oui, ça, donc les frais de déplacement sont remboursés. Et tout, oui, là, donc, oui. Ça commence quand? Il doit y avoir une formation aussi qui vient avec ça. Ben oui, c'est sûr qu'on les envoie pas de même. Là. Ils n'ont pas besoin d'être un pro, en fait. Fait que c'est sûr que vous allez tout apprendre au début. L'entrée officielle est du 25 mai au 21 août, donc pour la période de l'été. Puis si jamais des fois il y a des empêchements ou quoi que ce soit, on peut toujours s'ajuster. Donc c'est pour une période de 12 semaines, là, donc pendant toute la période estivale. Puis pour le salaire, c'est toujours discutable, mais s'il est offert 21,50 de l'heure. Parce que aussi, donc pas besoin d'être un étudiant
je sais pas moi, j'ai pas de domaine d'études en particulier, mais ça, pas besoin d'avoir un domaine d'études en particulier pour appliquer. Là. Non, en fait, même pas besoin d'avoir une très grande expérience de travail. Là. On demande zéro expérience de travail. Faut juste avoir un intérêt, être curieux. Faut aimer être dehors parce que ça va beaucoup être dehors, marcher. Donc, ça prend quand même un petit niveau d'être en forme, mais ça n'a pas besoin d'être la grande. Non, plus, non, c'est ça. On marche, puis ça va très vite. Puis on veut que ça soit un été le fun pour les gens qui vont venir. Là. Fait que de tous âges, aucun prérequis. Là. J'avais juste envoyé votre CV à moi, en fait, Caroline, donc au k.beauchamp@commercialecorégie.ca. Puis... mais ça est juste ici en bas. Oui. C'est bon. Puis donc, je vais pouvoir vous répondre, puis on verra par la suite. Il n'y a pas de date limite nécessairement, dans le fond? Et ça serait mieux avant le 10 avril, mais si jamais les gens postulent par après, il y a toujours possibilité de s'arranger. Là, on est capable de s'ajuster. Là, on est très flexible. Parfait. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Faire 240 km en traîneau à chien, ça demande vraiment une préparation incroyable, autant pour le mocheur que pour ses chiens. Donc, la fin de semaine dernière, Maxime Fournier, de la pourvoirie Fournier, a relevé ce défi en participant à la Chic Choc 150 000, la plus longue course du genre au Québec. Donc, on revient sur cette expérience avec lui. Bonjour, Maxime. Bonjour, Carl. Une course de 150 000 comme ça, donc 240 km, là, pour ceux qui sont plus à l'aise avec les kilomètres. C'est-tu une de tes plus grandes courses à traîneau à chien? Oui, c'est la plus longue que j'ai faite. Là. J'avais fait 2 courses de 100 000 avant ça, mais 150 000, c'était une première fois. Fait qu'il y a une étape de plus, parce que dans les courses de chien, habituellement, c'est des étapes plus ou moins de 50 000 quand c'est des courses plus longues. Là. OK. Là, qu'est-ce qui t'a donné le goût de te lancer dans un défi comme ça, d'une aussi longue course que ça? Ben moi, ça fait très longtemps, j'ai des chiens de traîneau. Là. Ça fait comme 25 ans peut-être ou proche, là. Puis j'ai toujours aimé les lignées de chiens de distance. Puis mon but, ça a toujours été d'être compétitif dans les plus longues courses qu'il y avait que je pouvais faire autour d'ici. Fait que il y a la Chic Choc depuis 5 ans, là, qui est une des plus longues. C'est la plus longue au Québec. Puis les autres courses, sinon, il faut aller aux États-Unis, là, dans le nord du Maine, là, pour aller faire d'autres courses aussi longues ou plus longues. Parce que tu vas dans le Maine faire des courses aussi, je me trompe pas. Oui, ça fait 2 ans d'affilée là, que je vais à Fort Kent au Maine là, pour la plus grosse course dans l'est de l'Amérique du Nord, en fait, la Can-Am Crown. Là. OK. Une très belle course aussi. Comment on se prépare physiquement là, pour passer plus de 20 heures donc, sur un traîneau à chien comme ça? Là? Bien, c'est à force d'en faire, là, je dirais, là, parce qu'au début de la saison, on commence autant des chiens que l'humain à s'entraîner des courtes distances. Puis de plus en plus, on augmente. Puis plus qu'on va en faire, plus qu'on va se rendre compte que les petites distances deviennent de plus en plus faciles à faire. Là. Comme quelqu'un qui est habitué de faire 50 km, ben, quand il va faire 30 km, il ne verra pas le temps passer. Là, ça va passer tout seul. Ben, c'est la même chose. Si tu fais une course de 100 000, tu fais un 40 000, ça passe vite. Là. Ouais. Quand on fait des aussi longues courses que ça, c'est quoi qui est le plus exigeant? C'est-tu le physique ou c'est le mental? Ah, c'est les deux. Oui, parce que c'est sûr que moi, j'ai pas autant d'entraînement que certaines autres équipes. J'ai beaucoup de choses à faire avec la pourvoirie puis les enfants puis tout ça. Fait que ça me permet de... Je mets pas toute mon énergie là-dessus. Je n'en mets beaucoup, pareil. Mais mes chiens étaient peut-être pas aussi entraînés que certaines autres équipes qui sont arrivées devant moi. Puis, sauf que pour réussir à finir la course, ben, il fallait que moi aussi, j'aide les chiens vers la fin beaucoup plus que certains autres compétiteurs. Okay. Fait que c'est pour ça que les 2 premières étapes, je me suis quand même assez ménagé parce que je m'attendais que la 3e était pour être difficile. Puis j'ai eu raison. Fait que j'ai couru pas mal en arrière de mon traîneau la dernière étape. Là. OK. Est-ce que tu as des trucs ou des routines que tu fais pendant la course pour rester vraiment focus là, pour pas perdre le focus là, pendant la course? Là? Ben, je dirais que j'ai quand même une bonne concentration. Je suis tout le temps attentif à regarder en avant ce qui se passe pour tout voir. Il faut voir ce qui s'en vient aussi parce que des fois, il y a des virages où la signalisation n'est pas évidente à voir. Fait qu'il faut tout le temps... Puis là, en regardant plus loin, ben, on voit toute l'équipe de chiens aussi qui est devant nous pour remarquer s'il y en a qui commencent à tirer de la patte ou à boiter ou... ou ça. Fait que, mais c'est ça, c'est tout le temps d'être focus, je dirais, quasiment d'un bout à l'autre de la course. Là. Faut pas tomber dans l'ennui puis de manquer une fourche à quelque part ou quoi que ce soit. Il faut vraiment être tout le temps concentré d'un bout à l'autre. Là. Okay. Ça prend quoi comme équipement pour faire une course comme ça? J'imagine que c'est pas la même chose que de faire un exemple 60 km, là, donc ça doit demander beaucoup d'équipement quand même. Ben,
Ça n'en demande pas nécessairement beaucoup, mais il y a un matériel obligatoire qu'on n'a pas le choix d'avoir pour à peu près toutes les courses de demi-distance comme celle-là, c'est-à-dire une hache, des raquettes, un sac de couchage. Puis c'est du matériel qui sert quasiment plus à mettre du poids dans ton traîneau pour rendre la course un petit peu plus difficile que dire que ça va vraiment te servir en cours de route parce que tu veux un sleeping bag, des raquettes, une hache m'en est jamais servi en situation de course. Ouais. Mais c'est ça. Mais à part ça, on peut amener, on a toujours besoin aussi de lampes frontales pour la nuit, parce que là, sur ces grandes courses-là, on fait du traîneau pratiquement autant la nuit que le jour. Oui, c'est ça. Puis sinon, c'est ça. À part on met des colliers lumineux aussi aux chiens la nuit. Okay. Fait que pendant le jour, on peut mettre tous nos colliers dans le sac, puis on sort ça pour la nuit. Puis, fait que ça donne environ 35 à 40 livres de bagages. Plus évidemment un traîneau qui est conforme pour les courses avec tout l'équipement qu'il y a dessus. Et puis des harnais avec des bandes réfléchissantes aussi pour les chiens pour la nuit. Là. OK. Fait que j'imagine qu'il y a quand même une certaine gestion du poids pour pas... Donc, il y a un poids minimal à respecter, ou dans le fond, ce que je peux comprendre? Il n'y a pas de poids minimal. C'est sûr qu'on essaie toujours de choisir l'équipement le plus léger. Comme le sleeping bag, là, j'ai magasiné pour avoir lui qui rentrait dans les critères, mais qui était le plus léger possible. Fait que, c'est ça. Moi, surtout, c'est que je suis un peu plus lourd en moyenne que les autres mocheurs aussi. Fait que j'essaie de compenser en ayant du matériel plus léger un peu. Là. On essaie de couper chaque livre qu'on peut, tant qu'on peut, parce que c'est sûr que plus qu'on va être léger, plus que les chiens vont avoir de la facilité à nous tirer. Là. Ouais. Comment tu choisis les chiens pour faire partie dans le fond, de l'équipe comme ça pour une course qui est aussi longue? Parce qu'en plus, chaque chien a un peu son rôle à jouer. Donc, j'imagine que c'est pas les mêmes chiens pour un 150 000 que pour moins de 100 km, exemple. Oui, c'est sûr. Moi, j'aime ça, avoir beaucoup de chiens de tête dans mon équipe, même s'il y en a juste maximum 2 à la fois ensemble. Ça me permet d'avoir des solutions de rechange s'il m'arrive des pépins pendant la route ou pour avoir des conditions différentes que je puisse changer pour mettre les bons chiens aux bonnes places. Parce que des fois, il y a des chiens qui sont meilleurs dans les côtes, en montant. Il y a d'autres chiens qui vont être meilleurs quand la trail est plus facile, qui est bien dure. Fait que moi, mettons, sur une équipe de 12 chiens comme j'avais en fin de semaine passée, je vais avoir au moins 4-5 bons leaders que je vais pouvoir interchanger entre eux autres. Okay. Puis après ça, pour les autres, je vais me garder tout le temps des chiens plus forts, proches du traîneau, pour repartir le traîneau quand c'est le temps, puis pour m'aider plus dans les montées. Okay. Puis après ça, j'ai tout le temps aussi, j'essaie de choisir des chiens quand même d'un certain âge, parce que les chiens sont habituellement leurs meilleurs de 3 à 8 ans. Mais j'ai tout le temps une couple de jeunes chiens dans l'équipe pour pouvoir former ma relève. Comme là, j'avais 3 chiens d'1 an et demi, puis un chien de 2 ans, 2 chiens de 2 ans et demi. Fait que j'avais quand même une équipe assez jeune pareil. Okay. Puis pour l'entraînement que j'avais pour faire 150 000, tu vois, mes chiens d'1 an et demi, il n'y en a pas un qui a fait la course au complet. Là, fait que j'en ai un que j'ai débarqué au premier point d'arrêt, un que j'ai débarqué au deuxième, puis l'autre que j'ai embarqué dans mon traîneau quasiment toute la 3e étape. Fait que... OK. Parce que dans une course comme ça, tu peux changer de chien pendant la course? Tu as le droit d'en débarquer au point d'arrêt, mais tu n'as pas le droit de le changer. OK. Fait que comme moi, je suis arrivé... tu réduis ton équipe, mais oui, c'est ça. OK. Tu ne peux pas le remplacer. Non. Fait que j'ai commencé à 12 chiens, puis quand j'ai terminé la course, j'en avais 9 qui étaient attachés au traîneau, puis il y en avait un autre qui était dans le traîneau. OK. Aussi, le fait, j'imagine, d'avoir plusieurs leaders comme ça, tu peux choisir un peu ta vitesse pour pas fatiguer tes chiens, j'imagine, parce que c'est ce que j'ai cru voir à un moment donné, que tu essaies de mettre des chiens leaders plus lents un peu pour, des fois, pour économiser tes chiens pour durer plus longtemps, des choses comme ça. Oui, parce que j'ai certains leaders qui sont très rapides puis qui aiment ça pousser à fond dès le début. Fait que là, ce que j'ai fait, vu que je savais que la course était longue, c'est que j'ai mis un des 2 chiens de tête qui était moins rapide, mais qui me donnait une belle constance, pareil. Okay. Fait que j'ai commencé la course plus lentement pour pas fatiguer les chiens trop. Puis après ça, quand j'étais rendu à mi-parcours, là, j'ai changé pour mettre un autre plus rapide. Puis, sauf que c'est là, à ce moment-là, j'ai commencé à embarquer des chiens dans mon traîneau. Fait que dans le fond, ça n'a pas été long que j'ai perdu la vitesse que je devais gagner. Là, mais c'est ça. Puis j'imagine que quand tu embarques les chiens dans le traîneau, ça rajoute du poids aussi. Donc ça fatigue un petit peu aussi. C'est un chien de moins qui tire, puis 50 livres de plus dans le traîneau. Là, fait que même 65 pour le plus gros que j'ai embarqué. Là, fait que ça paraît. Quand un chien commence à montrer justement des signes de fatigue ou des blessures, comment tu juges rapidement là, quoi faire? J'imagine que tu arrêtes pendant la course, tu n'as pas le choix pour pouvoir en enlever un quand tu vois un signe. C'est sûr que si c'est une blessure, là, je le débarque tout de suite puis je l'amène dans mon traîneau. Il y en a eu un que j'ai eu peur qu'il se blesse pendant la course, puis finalement, il est correct. Là, c'était vraiment pas grand-chose. Mais c'est ça, des autres chiens que j'ai dû débarquer, c'était des chiens que justement, des jeunes chiens qui manquaient
un peu d'entraînement pour la longueur de la course. Fait que dans ce temps-là, j'essaie de les motiver à rester sur la ligne autant que possible, même si ils tirent plus, au moins ils me nuisent pas. J'aime mieux qu'ils soient attachés sur la ligne que dans le traîneau. Ouais. Sauf que si c'est rendu que là, ils me nuisent, là, je les embarque dans le traîneau, puis je les fais faire un bout. Comme il y en a un que j'ai réussi à rembarquer, je l'ai gardé dans mon traîneau 3 heures de temps, puis je l'ai rembarqué plus loin, puis lui a fini la course attaché sur la ligne. Là, fait que... OK. Là, ta course, tu l'as complétée en 29 heures. Je pense que c'est environ 8 heures d'arrêt. Donc, c'est ça, hein? Si je ne me trompe pas, c'est un 8 heures de pause obligatoire. Oui, c'est ça. Il y en avait 8 heures obligatoires de temps d'arrêt. On pouvait choisir comment on le répartissait sur les deux temps d'arrêt. Parce qu'il y a aussi le différentiel de temps avec les temps de départ là, qui me donnait comme, je pense, 8h24 environ total de temps d'arrêt. Là. Les temps officiels, ils viennent de sortir ce matin. Là. Fait que dans le fond, ça m'a pris comme un petit peu moins que 20 heures, là, comme 19 heures faire la course au complet. Ah, OK, quand même. Puis là, quand tu passes la ligne d'arrivée après ta plus longue course en carrière, comment tu te sens? J'imagine que tu dois avoir la fatigue un peu qui se fait sentir? Ou, Oui, quand même. C'est sûr que il n'aurait pas fallu qu'elle soit bien plus longue. Là. Je commençais à avoir de la misère, moi aussi. Puis on avançait plus très vite vers la fin. Là. C'était le temps qu'on arrive. Puis, c'est ça, beaucoup de fatigue. Puis j'étais fier de mes chiens là, qui avaient réussi à faire toute cette course-là. Puis, parce qu'en plus, je pense que c'est une course qui a beaucoup de dénivelé hein, dans le Mont-Chic-Choc. Oh oui, j'ai monté 3,6 km de dénivelé vertical. Fait qu'imagine 3,6 km, qu'est-ce que ça peut avoir de l'air en montée. Là, c'est énorme là, sur un 150 000 comme ça. Là, ouais. Fait qu'est-ce que ça te permet de dire que, mettons, je sais pas, dans le Maine, s'il y a beaucoup moins de dénivelé, de dire je peux faire une course plus longue, mais avec moins de dénivelé? Ou... il y a quand même beaucoup de côtes aussi là-bas. Okay. Oui, peut-être pas aussi pire que la Chic-Choc, mais proche quand même. Là. Mais je suis habitué d'être dans les montagnes aussi, à Saint-Vianney et tout ça. Fait que, on a l'habitude, mais c'est quand même du gros travail. Là. Ouais. Là, est-ce que tu es quand même satisfait de ta 6e place? Est-ce que pour toi, disons, l'expérience était plus importante que la position de ton classement? Ou... Oui, le calibre était très relevé. Là. Il y avait des équipes là-dedans qui ont déjà fait l'Eddie Tara, de la Yukon Quest, puis tout ça, puis qui vont faire des courses jusqu'au Minnesota, puis au Michigan. Fait que c'est sûr que je m'attendais pas à monter sur le podium. Ouais. Mon but, c'était premièrement de finir la course, puis en espérant d'être compétitif. Puis je pense avec ma 6e place, j'ai rempli les 2 critères. Là. Fait que je suis quand même content de ma course. Tu sais combien de compétiteurs qu'il y a pour la... On était 10 participants. 10? Ah ben quand même. Tu sais, je veux dire, c'est quand même respectable là, pour ta première grande course comme ça en plus. Puis en plus que tu avais une équipe de jeunes chiens beaucoup, donc c'est pas comme si tu avais apporté juste le top du top, la crème de la crème tout de suite. Là. Donc tu été vraiment avec plus pour donner de l'expérience à tes jeunes chiens, de ce que je peux comprendre. Là. Oui, en bonne partie. Puis c'est ça, là, presque tous les chiens que j'avais cette année, ils vont pouvoir courir l'an prochain encore. Fait que on devrait avoir une bonne saison l'an prochain encore. C'est super. Est-ce que tu as déjà des objectifs pour l'an prochain? As-tu d'autres courses que tu veux participer? Tu veux-tu refaire la 150 000? Ou... Oui, bien là, ils sont pas sûrs, eux autres même, si ça reviendra pas une 200 000 comme ça a déjà été avant. Okay. Si ça devient une 200 000, je sais pas si je vais essayer ça ou si ils ont aussi une course de 100 000. Fait que 100 000, j'aime bien ça comme distance. Là. Puis, on va voir. Il y a la 250 000 à Fort Ken qui, ça fait longtemps que j'y pense. Ça sera peut-être pas l'an prochain, mais c'est sûr qu'un jour, je veux l'essayer. Là. OK. J'imagine que celle-là, c'est plus de camping un petit peu. oui, c'est ça. Puis les temps d'arrêt sont plus longs aussi entre chaque étape. Fait que ça aide les chiens à se reposer plus un peu. Là, mais c'est chaque fois qu'on rajoute une étape puis un point d'arrêt, c'est une gestion supplémentaire. Puis souvent, c'est plus tard que ça vient te rattraper. Là, que tes erreurs que tu fais sur une étape, des fois, c'est 2 étapes plus tard qui vont finir par impacter ton équipe. Là. Fait que c'est de la gestion sur le long terme. Oui. Écoute, Maxime, en terminant, j'aimerais ça que tu nous dises si on veut te suivre tes péripéties de course ou si on veut sinon aller faire des activités à la Pourvoirie Fournier, on contacte comment, on te suit où, qu'est-ce qu'on fait? Oui, le meilleur moyen pour voir nos forfaits de traîneau à chien, c'est d'aller sur notre site web au fournierpleinair.com. Et puis aussi, il y a la page Facebook là, qu'on met pas mal de stock là-dessus. Là. Dernièrement, j'ai été un petit peu moins actif, là, mais sinon, c'est le média social qu'on utilise le plus. Là. Bon, c'est super. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir, merci. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels.
418-629-INFO. C'est ce qui complète cette émission. N'oubliez pas que ce dimanche, 12h30, il y aura du Télébingo. Donc, on se revoit la semaine prochaine.